l'objectif de cette petite conférence, c'est de mettre en perspective des points en termes de consommation, de prospective. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, enfin tous ceux qui sont là me connaissent, donc je vais peut-être pas me présenter. Je suis un spécialiste de la prospective. Je travaille pour des marques, des entreprises du secteur de l'optique, mais pas que. Et puis je travaille, et le Silmo est un de mes clients, et notamment je gère toutes les tendances produits, puisque vous avez derrière ce magnifique mur toute la sélection qui a été présentée. Alors l'idée de cette conférence, j'avais envie de commencer par un petit point de géopolitique, et je ne vais pas vous faire un cours magistral, mais c'est un peu pour repositionner ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On entend beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu ce titre dans l'Express, la récession qui arriverait, parce qu'en effet, il semblerait qu'on serait arrivé à une forme de bulle, avec des espèces de craintes qui sont imposées par des économistes, par des entreprises. Un monde en ébullition. Alors l'ébullition, elle est surtout liée, et vous allez le voir, qui n'est pas forcément directement liée à l'économie, mais qui est évidemment liée à la problématique du développement durable, de l'écologie, de cette urgence climatique dont on nous parle beaucoup en ce moment. Et vous verrez que je le raccrocherai effectivement dans mon point de vue. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Là aussi, moi, je suis toujours dans une prospective qui est à la fois à 3 ans, à 5 ans. Enfin, je suis à la fois d'une année, 3 années, 5 années, et voire un peu plus. Quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'en 2030, donc on voit qu'il y a évidemment la poussée de la Chine, ça vous étonnera pas, de l'Inde, et puis les États-Unis qui sont derrière. Avec un warning, parce qu'en effet, toutes ces économies, elles sont d'une certaine manière fragiles. Quand on regarde un certain nombre de pays, il y a effectivement une dimension fragile, alors qui n'est pas forcément liée à l'économie, mais qui est liée justement à la politique. Comme vous le savez, on est très impacté par des prises de décision de certains politiques, et ça peut effectivement faire évoluer l'économie. Alors comme vous voyez, la France n'existe plus, puisque effectivement on ne sera plus dans les 10 premiers sur un plan mondial. Ça ne veut pas dire qu'on va disparaître, mais effectivement on n'est plus une économie florissante. Alors le secteur de l'optique... Le secteur de l'optique, c'est un secteur, on est ici sur un salon qui, a priori, cette année, est particulièrement dynamique. Et pour autant, quand on regarde ce qui se passe, et moi je le dis depuis très très longtemps, ce qui pêche, c'est la distribution. Alors même si c'est un peu caricatural, quand on regarde les magasins aujourd'hui, c'est des descentes de linéaires qui sont assez identiques, où effectivement l'expérience client existe quasiment pas, sauf si effectivement l'opticien est proactif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, et j'espère très vite, une vraie mutation, parce que je pense que le secteur de la distribution optique est encore au XXe siècle et pas au XXIe. Et quand on regarde finalement le poids, bon, on a toujours un équilibre entre des chaînes de distribution, des opticiens indépendants, puis on a le e-commerce, avec effectivement dans l'avenir une grande poussée des chaînes. Alors, comme vous le savez, il y a l'effet Essilor Luxottica Grand Vision qui va, je pense, apporter un renouveau, qui va bousculer finalement les autres. Les opticiens indépendants qui vont le plus souffrir, alors ça ne va pas être non plus l'effondrement, parce qu'il y a des personnalités, vous le savez, des opticiens qui sont capables effectivement de revendiquer leurs particularités, mais c'est eux qui vont le plus souffrir, parce qu'en fait, la distribution va falloir fonctionner sur un effet de masse. À moins de 1000 magasins, finalement, vous ne pouvez pas investir en médias, vous ne pouvez pas investir en marketing, donc vous ne pouvez pas exister sur un marché. Donc, à la fois, les chaînes vont se dévorer entre elles, puisque si on prend l'exemple de la France, finalement, il y en a beaucoup trop, et la plupart n'ont absolument aucune visibilité. On a les grandes qu'on connaît, Afflelou, Optique 2000, etc., qui sont très très visibles parce qu'ils sont présents en télévision, entre autres choses, et puis d'autres qui ont beaucoup de mal, effectivement, à émerger. Et puis, bien sûr, le e-commerce, même si ça ne va pas être une explosion. Vous savez qu'il y a des pays qui fonctionnent très bien, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. En France, on est un peu encore à la ramasse sur ce sujet-là, mais on arrivera à peu près à 10% de part de marché en termes de e-commerce. Donc, on aura à peu près ce poids, une grande présence, effectivement, des enseignes, des opticiens indépendants, parce qu'il y en aura encore et on en a besoin, mais on ne sera plus à 50% de part de marché, et puis le e-commerce qui va se développer. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de regarder finalement l'objet lunettes aujourd'hui. Moi, j'ai un point de vue qui est assez basique, c'est qu'on a une fonction utilitaire et une fonction futilitaire. La fonction utilitaire, c'est j'ai besoin de voir clair, je vais acheter des lunettes. Et aujourd'hui, une lunette même basique, elle est finalement de qualité, elle a une capacité à avoir du design. Et puis l'aspect futilitaire, c'est qu'il y a une part émotionnelle de la part du client qui veut avoir un bel objet.
Et depuis quelques années, puisque c'est pas nouveau, la notion d'accessoire de mode, elle est vraiment rentrée dans l'état d'esprit des lunetiers, mais surtout des consommateurs, et donc qui sont prêts à dépenser de l'argent pour acheter des lunettes un peu différenciantes. D'ailleurs, ça fait écho aux tendances que j'ai présentées. Il y a un thème qui s'appelle Singularity. C'est qu'effectivement, les gens veulent se singulariser au travers de leurs lunettes et pas simplement avoir un objet fonctionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand moi j'observe beaucoup les consommateurs, parce que je pars toujours du client pour essayer d'imaginer à la fois de la prospective et des stratégies marketing, c'est que le client normal, il a une approche réaliste de par la qualité et par le prix. Les clients, vous le savez, sont de plus en plus éduqués, puisque ils vont utiliser les réseaux sociaux pour s'informer sur les marques, sur les produits. Donc, ils ont un aspect très pragmatique dans leur démarche. Et puis en même temps, ils sont dans cette recherche de cette petite part d'hédonisme qui est importante aujourd'hui, avec cette part du luxe et d'émotion. C'est pas par hasard si le secteur du luxe se porte très bien. Hein, aujourd'hui, le luxe est toujours en croissance. Ils font d'ailleurs des croissances très, très fortes. Toutes les grandes marques sont très présentes. Et il n'y a pas que des gens riches qui achètent des produits de luxe. Hein. Il y a des tonnes de gens parce qu'effectivement, ils ont envie d'avoir cette part d'émotion. Alors, il y a le poids de marque qui est très important, mais il y a aussi ce que les marques revendiquent. Alors, grosso modo, on se rend compte que le secteur, il va se scinder d'une certaine manière avec ce que j'appelle le price market. Alors, le price market, ça veut dire quoi? Effectivement, des gens qui ont un regard très, justement, fonctionnel sur l'objet. Et c'est le prix qui va les guider fondamentalement. Après, on a le niche market, donc on le sait, hein, sur le salon, qui est assez représentatif, avec un certain nombre de marques qui font des propositions créatives très fortes en termes de produits. Et là aussi, il y a une grande part émotionnelle au travers de ces produits. Et puis le luxury market. Alors dans le luxury market, moi je mets évidemment toutes les marques fashion premium, puisque c'est un secteur qui grandit, porté par les marques de luxe, les Dior, les Chanel, etc., mais aussi par des nouveaux entrants, enfin, qui sont plus si nouveaux que ça, mais les Sandro et les Maje, etc., qui ne sont pas des marques de luxe stricto sensu, mais qui sont dans le premium, et donc qui participent évidemment au développement de ce segment. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement le consommateur, il s'enferme pas dans un segment. On peut très bien se dire, je vais acheter une lunette fonctionnelle avec un prix voilà, que je juge pertinent pour ma lunette de vue. Par contre, je peux dépenser 300 € pour une monture solaire, parce que là, je suis dans la démarche d'accessoires de mode, de produits plaisir, et donc je peux aller sur le niche ou sur le luxury. Donc il y a vraiment cette dimension, et c'est pour ça que, et je le dis souvent moi, aux opticiens, parce que je travaille pour des enseignes, je leur dis il ne faut pas s'enfermer dans un segment, il faut être dans une force de proposition la plus large possible, en fonction évidemment de sa zone de chalandise, pour répondre justement à cette attitude du consommateur qui n'est plus du tout monolithique. Hein. Le consommateur, voilà, il change en fonction de ses humeurs, de son pouvoir d'achat bien sûr. Bon, grosso modo, si on répartissait, on a 75% de l'offre qui va être sur le price, le niche qui représente 10% et le luxury qui représente 15%. Sachant que celui qui va grandir le plus, c'est le luxury. Parce qu'encore une fois, il y a des forces de proposition, il y a une grande attente, et puis on est face à un secteur, comme vous le savez, comme il est en train de se redéfinir, puisque les marques, les grands groupes ont décidé d'internaliser maintenant leur production et leur distribution, et en fait, ça va booster finalement le secteur. Alors, ce qui est intéressant, moi, je me posais la question sur la notion de valeur. Alors, en France, c'est encore plus prégnant parce qu'il y a ce fameux truc, cette fameux RAC 0 dont tout le monde nous rebat les oreilles, et je n'en parlerai pas moi. C'est remettre la valeur là où elle doit être. En fait, on est dans cette dimension de vouloir d'achat de la part du client, du consommateur final, et puis aussi cette notion de pouvoir d'achat. Et c'est vrai que le vouloir d'achat est supérieur au pouvoir d'achat. Et encore une fois, je fais écho aux marques de luxe. Hein. Vous avez beaucoup de gens qui ont acheté des baskets à 400, 500, 600 € chez Gucci ou chez d'autres, parce qu'effectivement, il y avait cette part d'émotionnel, même s'ils n'ont pas forcément, entre guillemets, le budget absolument dédié pour ce genre de produit. Et alors, il y a un autre élément qui va rentrer en ligne de compte, je vais rentrer dans le détail, c'est qu'on a une posture de consommateur, mais aussi on a une posture de citoyen. Alors ça, c'est un phénomène et un comportement qu'on trouve très fortement dans l'alimentaire, par exemple, où on commence à acheter des produits plus locaux. On dit pourquoi aller acheter des bananes qui ont fait 15 000 km ou des avocats qui ont fait 12 000 km, avec la notion de bio, du qualitatif, etc., qui est quand même assez fort aujourd'hui. Et puis aussi tous les enjeux environnementaux et d'inégalité, etc. Donc il y a la notion du juste prix, finalement combien valent mes lunettes. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des vrais débats, puisque on le sait bien, il y a des effets de marge qui sont très très élastiques.
Et puis il y a un autre élément important, moi c'est ce que j'appelle le prix de justesse et le prix de justice. Le prix de justesse, c'est effectivement la valeur que je considère que cet objet vaut tant. Donc c'est chacun a son propre logiciel qui est lié évidemment à son pouvoir d'achat, mais pas que. Hein, il y a aussi cette notion de pouvoir d'achat dont je parlais. Donc ce prix de justesse, il est important et il est très psychologique et différent à nous. Et le prix de justice, ça c'est quelque chose qui est très nouveau et qui va s'imposer, enfin qui devra s'imposer dans le secteur de l'optique, parce que c'est effectivement cette dimension environnementale, de développement durable, d'éco-conception, d'économie circulaire, de fabrication, etc., qui est un élément important aujourd'hui et qui deviendra un argument très fort pour les consommateurs. Alors sur les tendances, il y en a une que j'ai mis en avant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'avènement de la singularisation. C'est qu'en effet, même si on est dans des effets de masse, hein, on vit dans des sociétés où nous sommes dans une dimension collective assez forte, on veut revendiquer notre individualité, notre singularité, notre unicité au travers des produits. Donc c'est ce que j'appelle moi l'effet selfie, hein. On a une espèce une démarche très égocentrique sur notre personnalité. Et c'est une forme d'anticonformisme. Et je mets 3 paires de guillemets, hein. Ça ne veut pas forcément dire que les gens veulent assumer leur part d'excentricité d'une manière absolue, mais c'est quand même de revendiquer le fait que nous ne nous ressemblons pas tous et nous avons des identités propres. Donc cette dimension, alors encore une fois, je vais donner un exemple très clair que vous allez, parce que ça l'explicite assez bien, c'est le travail qu'a fait Gucci depuis quelques années. Plutôt que de faire de la couture comme tout le monde, avec des produits qui peuvent être très jolis, mais qui sont assez uniformes, Gucci, c'est très foutraque, c'est un bric-à-brac, c'est un mélange des genres, et on voit bien le succès commercial, donc on voit à quel point les gens ont une faim finalement de produits qui va les différencier, et ils sont capables effectivement d'aller assez loin dans l'esthétique. Alors, on a cette dimension de singularité, mais on veut aussi appartenir à un groupe. La notion communautaire, évidemment, elle est toujours assez forte aujourd'hui. Donc, on a cette double particularité. Je suis un individu unique, et puis en même temps, on a un côté très suiveur, puisque effectivement, on appartient, encore une fois, à un environnement, à une communauté, où on se calque et on se ressemble tous. Alors, c'est intéressant, je parlais de la mode. Moi, je fais toujours évidemment des parallèles avec le secteur de la mode, puisque l'objet lunette est aussi un produit de mode. Donc, on a effectivement des grands shows avec des démonstrations stylistiques de la part des marques et des créateurs. Et puis, en même temps, il y a l'individu qui va reconstituer finalement sa propre esthétique. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont une capacité, une indépendance. On n'est plus, évidemment, la notion de total look qu'on avait dans les années 80 n'existe plus du tout, où on va recomposer finalement une esthétique qui va nous ressembler le plus fortement possible. Donc, avec une volonté, encore une fois, d'affirmer ce que l'on est. Donc, et les lunettes sont un élément, effectivement, d'affirmation de la personnalité, de l'identité, de la signature des individus. Donc, c'est la notion de « je suis ». Alors, c'est intéressant parce que on regardait la difficulté qu'on a dans les entreprises, et moi j'en sais quelque chose. C'est une étude qui a été faite par Goldsmiths, l'Université de London. 75% des directeurs marketing reconnaissent qu'ils sont perdus face aux différents changements de comportement des consommateurs. Ce que je disais tout à l'heure, le consommateur, il va acheter une lunette avec un prix extrêmement fort dans sa tête, et puis il est capable de dépenser 3 fois plus pour une autre paire de lunettes Fantasy. Donc on n'est plus dans une segmentation précise sur les études de marché, ça devient extrêmement complexe. Donc il faut, alors d'ailleurs, être souvent beaucoup plus intuitif que ne le sont les directeurs marketing aujourd'hui, où ils s'appuient un peu trop sur les études, mais au contraire de se laisser porter par l'air du temps. Et en fait, aujourd'hui, pour les marques, il ne faut pas effectivement être dans un système de critères fermés. C'est au contraire de réfléchir à ce que la marque s'exprime d'une manière assez libre. Et encore une fois, je ne vais pas parler que d'eux, mais c'est vraiment ce que j'appelle l'effet Gucci. Gucci ne s'est pas dit bon, je vais rentrer dans le mood du général, je fais ma propre ligne de conduite sur un plan esthétique, sur un plan stylistique, et puis on voit bien que ça fonctionne, que les clients sont capables de suivre la marque. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans une spontanéité radicale. Et on le voit bien, on est dans une société où il y a des tensions assez fortes, où les gens veulent encore une fois exister. Il y a aussi une grande recherche d'authenticité, d'intégrité, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas être déguisés, ou alors ils l'assument pleinement. Et puis c'est donc cette idée d'être soi, d'être dans cette, comme je le mets ici, une espèce d'aspiration à la perfection absolue. Il y a beaucoup de contradictions chez les consommateurs, chez les individus. À la fois, ils veulent être naturels, authentiques, et puis on n'a jamais autant dépensé d'argent en crème de soins, en chirurgie esthétique, en transformations diverses et variées. Donc on est toujours dans cette ambivalence, bipolarité.
Donc ce n'est plus je pense donc je suis, mais je ressens donc je vis. Et ça fait écho à cette dimension émotionnelle, sensorielle qui est forte aujourd'hui. Alors un exemple, hein, vous avez vu, il y a un petit phénomène qui est un peu anecdotique, mais qui répond bien à cette idée, le no make-up selfie, qui a été lancé par un certain nombre de stars à Hollywood, où elles se montrent telles qu'elles sont au lever du lit, avec l'œil glauque, le cheveu mal peigné, le teint glauque, pâle. Voilà, alors c'est un effet de mode, bien sûr, mais c'est aussi pour affirmer, j'ai pas besoin d'avoir, encore une fois, d'être absolument parfaite pour me montrer à mes fans. Je suis aussi une femme normale, parce que c'est plutôt les femmes qui jouent ce jeu plutôt que les messieurs. Alors, deuxième tendance intéressante, c'est ce que j'appelle moi la centricité client. C'est un mot un peu barbare. Et ça répond à l'idée de singularité, hein, parce que tout ça, c'est très logique. C'est effectivement d'être dans cette, je le disais tout à l'heure, hein, consommateurs qui ont des attentes complexes, contradictoires. Ils sont dans des arbitrages, ils veulent tout et leur contraire. Donc, c'est d'arriver justement à bien percevoir cette sensibilité-là. Donc c'est aussi pour les marques d'avoir une agilité et justement de ne pas s'enfermer dans un discours marketing trop verrouillé. Et puis le niveau d'exigence, et on est tous pareils, je le disais par exemple ce qui se passe dans l'alimentaire, hein, les industriels de l'agro sont en train vraiment de transformer leur process industriel d'une manière assez forte, puisqu'on veut de l'engagement, de la responsabilité, de l'exclusivité, de l'expérience, on veut de la cohérence, on veut de l'innovation. Donc effectivement, ça fait beaucoup de choses en même temps, mais encore une fois, on ne veut plus que la marque soit simplement passive à se contenter de faire des produits qui nous plaisent. Et en même temps, on ne veut pas d'irritants, on ne veut pas de contraintes. C'est là aussi, il y a cette mise en balance, c'est que de la part des marques, il faut upgrader cette dimension d'exigence. Alors, et on le voit bien d'ailleurs, 80% des produits et des services sont des échecs parce qu'ils ne sont pas guidés par des besoins et des préférences qu'ils ne comprennent pas et ne perçoivent pas l'usage. Parce qu'en fait, moi j'ai eu des discussions avec pas mal de fabricants, je leur dis mais vous sortez des lunettes, mais vous savez à qui vous les vendez, vous savez pourquoi vous les avez faites. En fait, voilà, on fait des lunettes parce qu'il faut faire des lunettes. Et en fait, il faut sortir de cette logique-là en se posant des questions de son positionnement de marque, les attentes des individus, des clients, et puis aussi comment on peut répondre à des réalités d'usage qui soient tout à fait importantes. Et l'innovation n'existe pas s'il n'y a pas une appropriation des individus. Il faut qu'absolument qu'il y ait encore une fois cette valeur d'usage. Alors sur les lunettes, on peut comprendre que c'est assez facile, mais vous verrez que j'ai pris deux exemples assez symptomatiques où en effet il y a eu des échecs patents parce qu'en effet il n'y avait pas une prise de conscience de ce qui existait. Un exemple, c'est la tablette. Quand la tablette est arrivée, on avait dit, Steve Jobs avait dit, voilà, c'est une révolution extraordinaire. C'est un nouvel objet qui va effectivement nous faire entrer dans une nouvelle informatique. Et en fait, ça n'a pas fonctionné du tout. Un peu, mais pas comme les fabricants s'y attendaient, parce qu'effectivement, les consommateurs percevaient mal la valeur d'usage. D'un côté, ils avaient un smartphone de plus en plus performant, avec des écrans de plus en plus grands, et puis ils avaient des laptops chez eux, donc ils ne voyaient pas l'intérêt d'avoir un produit qui était au milieu du gué et sans avoir une valeur d'usage perceptible. Et en fait, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui que la tablette redevient un produit fonctionnel et d'usage réel pour les individus? C'est qu'en fait, ils ont rajouté le clavier. Ça a été des marques qui se sont dit, c'est qu'en effet, il faut qu'il y ait l'aspect, encore une fois, fonctionnel, pratique. Et là, effectivement, cet objet devient, il y a cette dimension de valeur d'usage dont je parlais devient pertinente. Et on voit bien, hein, de toutes les marques qu'on propose, hein, les modèles avec clavier détachable font 10% de croissance parce qu'effectivement, il y a encore une fois une valeur d'usage qui est perceptible. Parce que du coup, on peut faire disparaître le laptop classique puisque ça devient un objet qui s'intègre dans la vie des individus. Un autre exemple, là, c'est un petit clin d'œil que je trouve assez sympathique parce que l'innovation, c'est aussi de l'audace, hein, avec des patrons d'entreprise, des créateurs d'entreprise qui fassent des choix radicaux. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet objet étrange et pénétrant. C'est le premier aspirateur de Dyson en 1983. Je ne me souvenais pas qu'il avait cette tête-là. Donc, c'était un aspirateur balai avec un look quand même un peu particulier dans ses couleurs un peu bizarres. Et en fait, les deux innovations qu'a amené Dyson, c'est l'aspirateur sans sac et puis l'aspiration cyclonique, donc surpuissante. Et comme vous le savez, ça a été une rupture technologique qui a été suivie par d'autres après, et ça a été un grand succès.
Donc, il a vendu près de 100 millions d'aspirateurs. Il a fait évoluer les produits, etc. Avec en plus des aspirateurs qui ressemblent un peu à rien, espèce de robots un peu étranges. Et puis donc, en mars de cette année, l'année dernière, pardon, il a décidé donc d'arrêter de fabriquer des aspirateurs traîneaux et de tout faire en des aspirateurs avec sans fil. Parce qu'en fait, il s'est dit, c'est la valeur d'usage. Effectivement, il a observé des ménages de traîner ce machin avec le fil qui traîne partout. Ça ennuie tout le monde. Et il s'est dit, maintenant, on est capable de faire des objets à la fois compacts, performants. Et là aussi, c'est essentiellement la valeur d'usage. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect radical. C'est-à-dire que dans le portefeuille des produits d'aspirateurs, il n'y a plus de fil et de traîneaux. Il a décidé de tout miser sur cet objet. Donc d'avoir un vrai point de vue de marque, un vrai point de vue d'innovation assumé pleinement de la part des clients. Alors, quand on regarde le secteur de l'optique, moi, c'est des conversations que j'ai quelquefois avec des lunetiers qui me disent « Ah, j'ai fait une super charnière extraordinaire qui fait je sais pas quoi, qui est extrêmement performante, efficace. » Et moi, je réponds à chaque fois, mais je dis « Mais tu vends des charnières donc maintenant ?» Parce que les clients, ils n'achètent pas une charnière, les clients, ils achètent une paire de lunettes. Que la charnière soit performante, efficace, élastique, je ne sais quoi, oui, c'est le minimum qu'on demande à un objet. Donc ce qu'on vend avant tout aux clients, c'est de l'esthétique, c'est un design, c'est du confort, c'est de l'ergonomie, mais c'est en aucun cas effectivement une technologie poussée jusque-là. Et c'est ce qu'avait très bien compris d'ailleurs Apple, quand le succès d'Apple, il n'est pas lié à la technologie, parce que Steve Jobs disait ce qui se passe dans nos machines, les gens n'ont pas le savoir, ils achètent un objet, et le succès de l'iPhone, il est lié à simplement, il était facile d'usage, il était intelligent, il était tactile. Et c'est pas Apple qui a inventé le tactile, il existait déjà, mais lui, il l'a rendu accessible en faisant oublier justement la technologie. Et l'avenir, enfin le succès de la lunette, il est là. Alors, ça me permet de faire écho évidemment au rebond sur les lunettes connectées. C'est des objets auxquels je crois beaucoup. Jusque-là, en fait, ça a été aussi des échecs commerciaux parce qu'en effet, alors d'une part parce que c'est fait par des geeks. Donc quand les geeks s'adressent aux geeks, ça n'intéresse pas le grand public, parce que la plupart des gens ne le sont pas. Et puis surtout parce qu'il n'y a pas cette notion de valeur d'usage qui est rentrée en ligne de compte. Et avec un autre élément, c'est aussi la notion d'esthétique. Vous l'avez vu sur le salon, vous suivez l'actualité. On a vu arriver effectivement des acteurs qui d'une part font vraiment des lunettes et pas des objets un peu bizarres comme les premières Google Glass où on ressemblait à un drôle de personnage, et en même temps en réfléchissant à une technologie qui soit totalement intégrée avec cette facilité d'usage. Je ne dois pas avoir un diplôme d'ingénieur pour comprendre l'objet, faire en sorte que ce soit utile. Donc aujourd'hui, on voit arriver un certain nombre de produits. Alors, il y a encore des mises au point à faire, il y a encore des éléments à mettre en ligne de compte, mais encore une fois, c'est l'intégration intelligente de la technologie avec cette dimension d'usage pour qu'il y ait une vraie appropriation de la part des consommateurs et des clients. Et vous avez vu la Julbo. Alors, la Julbo, elle n'est pas encore tout à fait au point. Il y a encore des points d'amélioration assez forts. Mais en même temps, moi, je suis assez content que ce soit un lunetier qui, dans le sport, s'intéresse à ce type de lunettes et va apporter des solutions. Et dans 2-3 ans, effectivement, on aura des lunettes connectées qui feront sens. Parce qu'on peut imaginer que pour un sportif, c'est intéressant d'avoir des informations, quelles qu'elles soient, au travers des lunettes connectées. Donc, s'il faut partir de la valeur de l'usage du client, de l'utilisateur, et puis derrière de dérouler effectivement une technologie, et pas l'inverse, comme ça a été souvent le cas. Bon, il y avait celle-ci aussi, vous avez de forme. Donc dans le dernier Trends by Simon, on avait fait tout un dossier, parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont effectivement développé des lunettes connectées. Et moi, ce que je retiens, parce qu'il y a un élément important dans la lunette connectée, il y a Louis qui va s'associer avec, parce qu'en fait, on commence à intégrer, il y a Boss qui a sorti des montures, mais on va intégrer finalement la voix. Donc, on pourra demander, vous savez, comme le téléphone, dis Siri, dis-moi où est la rue Bougainvillers. Donc, on va intégrer ces doubles technologies, et donc on va arriver effectivement avec des objets qui ont une vraie valeur d'usage pertinente. Alors, troisième point qui fait écho à ce dont je parlais tout à l'heure sur l'éco-conception, etc., c'est ce que j'appelle moi la nouvelle conscience. C'est qu'on est tous interpellés par, évidemment, on nous parle d'urgence climatique. Enfin, aujourd'hui, c'est une sorte un peu d'hystérie autour de cette réalité-là, parce que c'est une réalité où on nous fait peur, où on dramatise énormément ce phénomène, qui encore une fois, moi je suis pas dans le déni, c'est une réalité, mais ça interpelle évidemment le consommateur. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de secteurs qui sont attaqués
l'agroalimentaire. Vous avez vu dans la mode maintenant aussi, il y a beaucoup d'activistes qui ont effectivement attaqué la mode en disant c'est de l'obsolescence programmée, c'est du gâchis de matière, c'est de la pollution, etc. On voit d'ailleurs la réaction des grands groupes qui commencent effectivement à réfléchir à cette solution-là, puisqu'on ne peut pas ne pas intégrer cette dimension d'éco-conception, d'écologie, d'économie circulaire, enfin toute cette dimension importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu toutes les applications pour chercher de l'information, les fameux Yuka, hein, Yuka qui a fait un succès absolument phénoménal sur l'alimentaire. Et sur la mode, on le voit aussi arriver. Il y a des sites comme Clothparency où effectivement le consommateur, qui est très proactif et qui le sera de plus en plus, va chercher des réponses sur les marques pour effectivement guider ses modes de consommation et surtout choisir des entreprises qui soient les plus vertueuses possibles. Donc aujourd'hui, vous avez plein de systèmes. Il y a Good On You, Yuka, Qualito, Foodwiser, Boy or Not, etc., etc. La beauté aussi est très attaquée sur ce sujet-là. Et demain, l'optique participera de la même manière, hein. Encore une fois, le niveau d'exigence, il n'est pas limité à des secteurs. Nos industriels devront aussi de la même manière répondre à cette dimension de transparence et d'avoir une sorte de traçabilité extrêmement forte de leurs produits. Même si je pense que le secteur de l'optique n'est pas le plus polluant de la Terre, parce qu'on a encore quand même des petits objets importants. Mais quoi qu'il arrive, il faut impérativement rentrer cette dimension-là. Et c'est ce que j'appelle, moi, passer du mercatique, c'est-à-dire le mercatique, c'est le marketing, hein, à la marketique, donc en intégrant cette dimension vertueuse de la marque, qui va être un enjeu extrêmement fort, et avec une volonté de la part des consommateurs de chercher de la transparence et des réponses. Donc, ce qui est assez intéressant dans cette posture, c'est qu'en fait, c'est aussi une prise de conscience de tout ce que l'on génère quand on est un industriel, finalement qu'on a peut-être oublié parce qu'on est dans des automatismes, parce qu'on est des process où on ne s'interrogeait pas sur la réalité du monde, de la pollution, etc. Et moi, je travaille avec pas mal d'industriels et je leur dis il faut le voir d'une manière positive parce que ça permet de repenser finalement ces modes de production pour justement répondre à cette dimension d'expérience de la part des clients. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, il ne faut pas oublier que, comme je le mets ici, les marques doivent montrer une façon de voir le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer qu'il faut devenir des gens extrêmemement rigoureux, comment dirais-je, ennuyeux. Il faut avoir un discours pour porter justement une vision du monde. Et je prenais un exemple que vous connaissez, que je trouve intéressant, c'est la manière dont Ray-Ban se pose. C'est que Ray-Ban, finalement, vend des lunettes que tout le monde connaît, vendues dans le monde entier. Et en fait, il propose une philosophie, donc une attitude. Et il est vraiment dans cette dimension de centricité client. Et à chaque fois, c'est « change your view, never hide, proud to belong ». Donc, en fait, il s'adresse aux clients. Et j'ai fait ces conférences devant des industriels de l'optique, notamment des opticiens, des fabricants français. Et je leur disais « arrêtez de ne parler qu'aux opticiens ». Parce que les opticiens, ils ont un regard d'opticien, donc ils ont un regard professionnel. Parlez aussi aux consommateurs, les gens qui vont porter vos lunettes. Donc il y a un discours, justement, qui va porter votre vision pour sortir, encore une fois, de ce rapport trop B2B. Il faut avoir un rapport B2B2C pour, justement, démontrer sa philosophie, son positionnement et sa différenciation. Donc, en fait, les notions de marque, c'est pas, encore une fois, faire que des lunettes, très belles, bien fabriquées, etc., ce qui est le cas de la plupart. C'est aussi ce que je mets ici, hein, d'encapsuler l'air du temps pour justement répondre à cette dimension de variété et diversité. Aujourd'hui, ce que les gens attendent, c'est le bien-être physique et sensoriel. Hein, la notion de bien-être est très importante. Quand on achète un objet, on se fait plaisir. C'est vrai pour une paire de chaussures, un sac à main, mais c'est aussi vrai pour une paire de lunettes, même si on a besoin d'une paire de lunettes pour bien voir. Deuxième point, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la valeur tangible du produit, donc sans surcharge marketing artificielle, comme on peut le voir quelquefois, hélas, un peu trop souvent. C'est aussi donc l'impact, ce que je disais tout à l'heure, hein, sur la société. Donc mesurer finalement chacun de ces process industriels, de l'impact que ça peut avoir pour répondre à cette dimension de conscience durable, de nouvelle conscience dont je parlais. Et puis promouvoir la diversité. Là aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le secteur de la mode, hein, il y a beaucoup de communautés qui réagissent quand on exploite leur culture, leur histoire. Aujourd'hui, il y a une grande sensibilité de la part des gens
Et ça répond aussi à l'idée de singularité. On appartient à une communauté, on appartient à un environnement, on a sa propre histoire et on ne veut pas qu'elle soit exploitée, maltraitée par les autres. Alors là, la mercatique, parce que le marketing, il est important, mais il doit effectivement s'équilibrer avec cette notion de marketing qui va donner finalement cette dimension philosophique, humaine, presque spirituelle même de la marque. Le dernier point, alors moi je trouvais intéressant parce qu'on parle beaucoup des millenniums, tout le temps d'ailleurs, un peu trop à mon avis. On se dit toujours, voilà, toutes les marques ne pensent qu'aux jeunes. Moi je me suis arrêté sur une population qui est en développement assez fort, que j'ai appelé les perennials. Les perennials, c'est en fait tous les seniors. Donc aujourd'hui, on est senior. Alors vous êtes dans l'entreprise, on vous dit qu'on est senior à partir de 50 ans. Alors qu'à 50 ans, aujourd'hui, on est encore très jeune. Mais ce qu'on voit, c'est que toute cette population, évidemment, est très importante en nombre. Parce que quand on regarde, il faudra compter 2 fois plus de personnes âgées que d'enfants à l'horizon 2030. C'est-à-dire que le poids des gens d'un âge certain, pour ne pas dire incertain, sera beaucoup plus élevé. Donc 1,5 milliard de plus de 65 ans. Et puis, donc, ça sera beaucoup plus que l'effectif donc, des fameux milléniums qui ne seront qu'1,3 milliard. Donc on voit à quel point, évidemment, quand on est notamment dans le secteur de l'optique, puisque c'est une population qui est vieillissante, mais qui vit de plus en plus vieux, puisqu'on a une espérance de vie qui grandit dans nos pays. La moyenne, on est à 72 ans, et ça continue à progresser. On gagne chaque année un mois ou 2 mois, je ne sais plus très bien. Donc, et la plupart du temps, cette population est plutôt en forme, en bonne santé, physiquement, mentalement, etc. Parce qu'aujourd'hui, on commence à devenir vieux, presque à 80 ans. Quand on dit vieux, âgé, dirons-nous, pour être plus politiquement correct. Donc on voit bien que c'est quand même un élément important. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette population, c'est que justement la vitalité n'a pas diminué avec l'âge. Et ce sont des gens, on a tendance, pour beaucoup de marques, notamment à considérer, vous êtes vieux, donc de toute façon, je m'intéresse pas à vous. Alors que ce sont des gens qui ont envie de consommer des beaux produits, de se mettre en valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui dépensent et qui vont dépenser beaucoup d'argent, bien évidemment pour leur santé, mais aussi pour le bien-être, pour leur apparence physique. Plus de 35% des dépenses globales à l'horizon de 2005, parce qu'ils veulent préserver cette vitalité. Aujourd'hui, c'est encore une fois, un vrai segment de population importante. Et c'est des gens qui veulent investir dans la chirurgie esthétique, les cosmétiques, les produits, parce qu'encore une fois, ils veulent préserver cette vitalité, cette apparence, et ne pas avoir l'air, entre guillemets, vieux, mais au contraire, être dans cette dimension. Ils appartiennent à la vie, ils sont dans l'histoire, et ils continuent d'avancer. Alors, pour résumer, on est dans notre secteur, mais pas que. Je parlais tout à l'heure du monde. On est dans une mutation. On a passé les 20 premières années du 21e siècle, mais je pense qu'on n'est pas encore au 21e siècle réellement. Et en fait, je mettais big change et big chance pour ce futur. Donc le premier point pour moi dans notre secteur, c'est réinitialiser la distribution, donc avoir une vraie réflexion de fond en disant, alors on est évidemment sur le forum Next, que c'est toute la réflexion du CILMO qui participe très largement, de la retail experience pour apporter justement des solutions différentes. La centricité client qui est un élément important de prise en compte de l'individu dans la démarche d'achat. L'innovation par l'usage. Et l'innovation, c'est pas que simplement la technologie, c'est aussi l'innovation sur un plan créatif pour répondre effectivement à cette dimension-là. Penser marketing pour intégrer ces dimensions de développement durable, d'éco-conception, etc. Et puis être acteur de la vitalité étendue, c'est-à-dire effectivement toute cette génération, cette cohorte de seniors qui vont avoir envie de consommer des produits et des beaux produits adaptés à leur propre mode de vie, mais en même temps des produits qui soient non pas des produits pour des gens vieux, mais pour des gens qui ont encore une fois cette vitalité. Alors pour conclure, je dis une chose assez simple, c'est l'élément humain qui me semble très très important aujourd'hui. C'est pas nouveau, mais c'est une dimension importante. Et en fait, c'est s'intéresser aux gens. Tout simplement. C'est-à-dire que ne pas avoir une réflexion qui part d'études marketing plus ou moins bien verrouillées, mais au contraire moi, mon métier, je regarde toujours, avant de faire de la prospective, moi je regarde comment les gens marchent, comment les gens s'assoient, comment les gens mangent. Et quand on observe ça, on se rend compte effectivement qu'on a des choses intéressantes à voir. Je vous remercie.